Un vigneron dans l'alambic de l'histoire. In vino veritas, le Gaillac a 2000 ans. Mais c'est le travail des vignerons de ce dernier demi-siècle qui dit le mieux les évolutions du monde et de ses consommations. Passé 43 vendanges, Alain Boulanger, enfant de 68, qui s'est collé au travail en usine puis au travail des vignes, sort de cet alambic de l'histoire. Il raconte sur Air d'Otan Gaillac. La qualité est une longue marche. L'appellation ne s'est donc pas améliorée toute seule. Il y a eu quelques coups de tonnerre au-dessus du gaillacois, quelques secousses qui ont transformé le paysage. Mais la marche vers la qualité est plutôt une course d'endurance, sur un temps long, sur la durée, en profondeur. Un long mouvement tectonique plutôt que de simples éruptions. Il s'agit maintenant de savoir quels ont été les ressorts de ce mouvement. La qualité, nous dites-vous, certes. Mais avant toute chose, Alain Boulanger, dites-nous ce qu'est la qualité d'un vin. C'est bien difficile, parce que tous les goûts sont dans la nature, vous savez. Et ces goûts, il faut dire les choses comme elles sont, c'est une affaire, avant tout une affaire sociale. C'est-à-dire? Je vais vous prendre un exemple. En Noël 95, j'avais eu la chance que Claude Sick, vous savez, celui qui se dit troubadour toulousain. Troubadour toulousain, Claude Sick. Et qui tourne autour de la place Arnaud Bernard à Toulouse. À cette époque-là, la cité administrative, qui est toute proche, est occupée par une joyeuse équipe sous l'égide de l'association Droit au logement. Et il me demande à moi, qui suis secrétaire du comité interprofessionnel des vins de Gaillac, de venir, de leur offrir le vin qui servira pour la fête pour le réveillon. Alors j'ai dit oui, bien sûr. Hein. Et j'y vais avec tout un échantillon de vin de Gaillac à déguster. À la fin, je croise en sortant un de ces domiciles fixes qui me dit tout ça c'est très bien, mais moi, dans la rue, je préfère le litron en plastique de chez Marnia Village. Et oui, parce que je ne peux pas me payer autre chose. Alors voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est juste pour dire que la situation sociale des gens, ça décide souvent de leur choix. Les SDF choisissent ainsi d'apprécier un vin qu'ils peuvent acheter parce que leur situation les autorise. Et donc, vous, appellation de Gaillac, quelle qualité avez-vous recherché? Bon, la qualité, autrefois, dans les années 60, c'était surtout un vin produit, c'était le degré qui était le marqueur de la qualité. Hein. On disait d'ailleurs un vin de 10 degrés, un vin de 11 degrés, un vin de 12 degrés, voilà. Alors, nous, à la cave, au-dessus de 11 degrés, c'était l'appellation d'origine. Nous nous sommes vite rendus compte que ce critère-là, c'était pas pertinent. Et que c'est sur les quantités de vin produites qu'il nous fallait agir. Vous avez donc recherché la maîtrise de ces rendements? Oui. Nous avons en effet travaillé à degré égal, mais sur des rendements maîtrisés. Et c'est-à-dire en nous tenant autour de 60 hectolitres à l'hectare. Nous avons pu de suite noter qu'il y avait une différence de structure du vin, et ce n'est pas seulement les sucres qui comptent, mais toutes les autres matières qui se trouvent dans le raisin. On avait plus de couleurs, on avait plus de tanins. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des contrôles dans les vignes avant les vendanges pour vérifier les rendements. Des contrôles, dites-vous? Oui, il serait plus juste de parler d'autodiscipline. En fait, pour décider quelle vigne serait incluse ou non dans l'appellation, on a fait appel quand même à des experts extérieurs et ils étaient accompagnés par deux vignerons. Mais en fait, grosso modo, c'est que 5% des vignes qui étaient rejetées. Voilà. C'était juste une incitation pour l'autodiscipline. J'ai moi-même éprouvé ce système. Hein. Moi, quelques parcelles ont quelquefois été rejetées n'étant pas à la maille. C'était à cause du terroir? Bien sûr que le terroir, ça joue sur le rendement, mais c'est selon qu'il y a de l'eau dans les sols ou le travail compte aussi pour beaucoup, avec le choix des cépages et la taille.
Ce que nous appelons, en fait, nous, dans le langage des vignerons, la conduite de la vigne. Ouais, mais pourtant, on parle de vin de terroir. Oui, un bon terroir, ça facilite les choses, c'est vrai. Mais ce n'est pas indispensable. Les sols peuvent être argileux, peuvent être calcaires, secs ou irrigués, mais il y aura toujours un cépage qui sera mieux adapté qu'un autre à cet endroit. Mais alors, qu'est-ce qui compte alors? Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir un enracinement profond de la vigne dans le sol. Parce que c'est le sous-sol qui donne les matières nécessaires à la structure. La vigne est capable de descendre jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et elle y va chercher les matières qui lui sont nécessaires. Sinon, pourquoi pas cultiver des vignes sous serre, comme on produit de la tomate. Et comment ça va l'enracinement à Gaillac? À Gaillac, on est très riche en terroir. Il y en a beaucoup de différents. Il y a des graves, il y a des sables légèrement graveleux, il y a des limons, il y a des argiles à gravier, il y a des calcaires aussi sur le plateau cargo, des argilo-calcaires. Hein, voilà. Il y a de quoi s'y perdre. Et c'est justement, ce n'est pas le terroir qui fait l'unité de l'appellation. Aujourd'hui, ce sont nos cépages autochtones. Les cépages. Oui, alors les cépages est très important. Le gamay, par exemple, pouvait donner du 13 degrés 5, même 14, et des rendements soutenus. Mais le vin, finalement, était trop clair. C'est pour ça qu'on le réserve aujourd'hui pour faire du primeur. Donc, à l'appellation, on a décidé de privilégier les cépages autochtones, comme le Duras, le Brocol, et on a supprimé les gamay et les jurançons des cépages principaux de l'appellation. Exit donc le gamay, mais qu'est-ce qu'apporte le Duras et le Brocol? Alors le Duras peut être un cépage qui peut aussi produire du rendement et du degré. Mais si son rendement est bien maîtrisé, il a une belle couleur, mais surtout, il a des arômes d'épices incomparables. Il n'y a aucun cépage dans le monde qui lui arrive à la cheville pour ce qui est des arômes d'épices. Et puis c'est un nain, même si c'est un nain, il reste assez fin. Et le Brocol alors? Alors le Brocol, c'est un très très vieux cépage, un cépage qui a 2000 ans, et il est beaucoup plus structuré. C'est un cépage tardif, hein, et d'ailleurs on l'appelle aussi le fer, ce qui veut dire sauvage. Donc il a des arômes très puissants, de fruits rouges, donc de cassis, hein. Mais il a aussi des aspects un peu mentholés, donc légèrement poivrés, donc on pourrait dire menthe poivrée, des arômes un peu sauvages. Voilà. C'est l'ancêtre lointain des cabernets. Et donc, pourquoi pas directement des cabernets comme à Bordeaux? Les cabernets et le merlot, ils sont présents à Gaillac, mais aujourd'hui, ils ne sont que des cépages secondaires. C'est une façon pour les Gaillacois de cultiver leurs différences. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'encépagement de l'AOC doit obligatoirement être constitué à 70% des cépages principaux et autochtones, Duras, Brocol, Prunelard et Syrah. Parce que vous avez aussi du Prunelard. Oui, alors, le Prunelard, c'est un cépage très ancien, mais il avait été oublié au moment de la réglementation de Gaillac dans les années 70, au début des années 70. En effet, il est très peu productif. Mais seulement il donne des vins d'une couleur très très noire. Et en plus, il est très structuré, très fort en alcool. Et en même temps, il a des très, très beaux arômes, ce qui est assez surprenant. Des arômes de fruits noirs, comme la myrtille et la mûre. Et donc, finalement, aujourd'hui, c'est en train de devenir la star des Gaillac. Alors, vous nous dites un enracinement profond, des cépages choisis, et tout ça, ça suffit? Ben non. Il y a la taille aussi. C'est très important. Autrefois, tout était taillé en gobelet. Méthode assez qualitative, finalement. Mais quand on a commencé à mécaniser, notamment pour ramasser la vendange avec les machines, on a été amené à planter des vignes palissées.
c'est-à-dire soutenu par un fil de fer porteur à 60 cm à peu près, enfin, suivant les vignerons, et 2 fils rollover pour arriver à ce que la végétation monte le plus haut possible. Si possible, jusqu'à 2 mètres de hauteur. Pourquoi si haut? Parce que, en fait, un vigneron, c'est avant tout un architecte. L'essentiel, c'est aussi qu'il y ait le maximum de feuilles au soleil. Et le plus longtemps possible. Capter l'énergie du soleil, c'est tout ce qui compte avant tout. Vous écoutez l'émission Un vigneron dans l'alambic de l'histoire sur Air d'Otan Gaillac. Alors, parmi ces vignes palissées, il y a la taille en guyot. C'est une longue baguette qui est plus simple, mais un peu productive. Elle est aujourd'hui un peu dominante. Mais moi, j'ai plutôt choisi la taille en cordon de Roya, c'est-à-dire un cordon le long de la ligne. Et ça permet d'étaler beaucoup mieux les raisins tout le long de la rangée. Et ils sont pas agglomérés, donc ils mûrissent beaucoup mieux au soleil, et puis ça évite aussi la pourriture. Et l'enherbement que vous avez choisi de pratiquer, est-ce un élément important dans cette recherche de la qualité? Oui, c'est un élément essentiel même. Moi, j'ai commencé en 91. Laisser l'herbe pousser naturellement entre les pieds de vigne, et même la semer au besoin, évidemment, on appelle ça l'enherbement local. C'était pas du tout habituel avant. Il fallait labourer tout, qu'il n'y ait pas un brin d'herbe. Et comment est-ce que cette idée vous est venue? Déjà, en 82, dès 82, j'avais fait le choix de ne plus labourer mes sols pour éviter de trop les ameublir. Parce que j'avais beaucoup d'érosion. Et aussi pour éviter les ornières qui se creusent au moment des vendanges si jamais il a plu un peu. Et comme on est passé à la machine à vendanger, il m'a paru que la mécanisation avec la machine n'était pas compatible avec le travail du sol. Alors par la suite, j'ai laissé l'herbe y pousser. En fait, c'est un voisin, un vigneron, qui m'a dit oui, il y pensait lui aussi. J'ai vu sur les essais de l'INRA, ça se fait et on arrive à conserver le rendement correct. D'accord, mais qu'est-ce que cet enherbement amène? Ça améliore la structure du sol et ça active la vie microbienne. Et puis ça réduit les excès d'azote. L'azote est essentiel à la vigne, mais il n'en faut pas trop. Sinon, les feuilles sont trop vertes et ça facilite la pourriture. Et puis, ça peut développer des rendements excessifs. Donc, ça a été finalement un gain très important vers la qualité. Et pourquoi cette pratique? Et comment cette pratique a-t-elle été accueillie finalement? Au départ, c'est vrai que moi, comme j'ai commencé à faire ça chez moi, je pense que j'ai été pris un peu pour un fou parce que ce n'était pas du tout habituel à cette époque. Hein. De toute façon, les désherbants classiques, ça devenait un peu inefficace. Et puis, à cette époque-là, les produits à base de glyphosate étaient encore beaucoup trop chers. La première des réactions des vignerons voisins de mes parcelles, c'était de dire « Laisser l'herbe sur les parcelles, vraiment ça, c'est pas bien. » Réaction confortée par il y a quand même une légère baisse de rendement qui était enregistrée, surtout les premières années. Voilà, parce que il fallait attendre que la vigne s'enracine encore un peu plus profond. Voilà. Mais très vite, cependant, l'enherbement entraînant moins de pourriture, cela en a convaincu beaucoup. Et sans compter que le sol de cette façon était naturellement nourri, puisque on tondait l'herbe et que finalement, ça permet d'éviter à la fois le développement du chien-dent et ça donne un peu d'azote. Voilà. Et le Gaillac a-t-il, au bout du compte, retrouvé tout son caractère avec tout ça? Oui, en partie. Hein, rien n'est parfait, mais plutôt que de produire du Bordeaux à Gaillac avec des Merlots, des Cabernets, le vin de Gaillac avec ses cépages propres, il a finalement trouvé son identité. Voilà, aujourd'hui, on arrive à le reconnaître, surtout ces aspects cassis, mentholés, voilà. Mais la bataille a été de longue haleine. Oui.
Les progrès ont suivi aussi la réglementation de l'appellation. Ça se réalise pas à pas, parce qu'on ne peut pas changer l'encépagement comme ça du jour au lendemain. Et il faut 5 ans pour qu'une vigne qu'on a plantée commence à produire correctement. Je pense qu'ils ont toutefois été plus rapides chez les coopérateurs que chez les indépendants, où des réticences ont été plus longues et plus nombreuses à lever. Enfin, la cave a progressé par l'adhésion du plus grand nombre, plutôt que par la contrainte. Et donc, pour conclure, C'est la qualité, c'est le résultat d'un très très long mouvement de tous et vers le mieux.